Hello et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter comment on peut construire une application Dino pour faire un jeu vidéo ou un site web ou une application web entièrement en TypeScript sans avoir besoin de faire des étapes de compilation manuelle. Et on pourra utiliser TypeScript aussi bien côté client que côté serveur. Alors d'abord un peu de contexte si jamais vous débarquez sur cette vidéo et vous ne savez pas trop de quoi je parle. Donc Dino, c'est une plateforme de développement qui permet donc de créer des applications soit en JavaScript, soit en TypeScript. JavaScript, c'est le langage qu'on utilise sur le web, qui a été créé à la base pour les navigateurs web. Et depuis maintenant un peu plus d'une dizaine d'années, on s'en sert aussi côté serveur. Donc il y avait Node.js, vous avez peut-être entendu parler, qui permet de donc d'écrire son serveur aussi en JavaScript. L'intérêt, c'était qu'on écrit la partie client, ce qui se passe dans le navigateur en JavaScript, et aussi la partie serveur en JavaScript. Comme ça, on peut peut-être partager du code ou au moins avoir un seul langage avec une certaine cohérence. Donc Node.js, c'est un projet qui avait été initié par Ryan Dahl, et 10 ans plus tard, une dizaine d'années plus tard, il a décidé de faire une nouvelle plateforme qui s'appelle Dino, et on voit que c'est Node à l'envers, il a juste inversé les lettres. Et son idée, c'était donc de faire une version de Node.js qui supporte nativement le TypeScript, qui est un langage qui est apparu entre-temps, qui est un surensemble de JavaScript qui permet d'avoir des meilleurs rapports d'erreurs, des meilleurs diagnostics, de l'autocomplétion, et puis donc, toutes ces informations de type qu'on retrouve dans les langages typés que JavaScript n'avait pas jusqu'à présent. Donc l'objectif, comme dit, c'est d'avoir TypeScript directement nativement, une expérience extrêmement simple où on peut directement utiliser TypeScript côté serveur. Et donc moi, ce que je vais vous montrer aussi, c'est comment configurer Dino pour pouvoir utiliser TypeScript côté client sans avoir besoin de faire voilà, là aussi de la gymnastique ou des tas de choses à chaque fois. Ça va être complètement transparent et c'est une configuration que je trouve très appréciable et donc j'avais un peu envie de transmettre. Alors, donc si vous n'avez pas encore Dino, vous pouvez aller le récupérer donc sur dino.land. Alors soit vous le téléchargez ici en cliquant sur ce bouton-là, en récupérant le zip qui correspond à votre plateforme. Mais moi, ce que je recommande plutôt de faire, c'est de suivre une des instructions d'installation. Donc vous lancez ça dans un terminal. Si vous êtes sous Windows, vous prenez ça, vous ouvrez PowerShell et vous lancez ce truc. Voilà. Alors moi, je l'ai déjà fait, donc je pense que ça va un peu rien faire. Voilà, ça télécharge Dino et ça va juste le décompresser. Et puis configurer le pass, donc la variable d'environnement pass qui liste tous les endroits où les exécutables du système se trouvent, et ça permet après, quand on ouvre un terminal, de juste taper Dino, et il va automatiquement aller le trouver au bon endroit. Alors là, je suis sur une connexion qui est un petit peu lente, malheureusement, donc ça prend un bail, mais bon, c'est pas grave, je vais interrompre le truc, de toute façon, moi je l'ai déjà. Et donc après, une fois que vous avez Dino installé, si vous ouvrez, que ce soit une ligne de commande PowerShell ou bien une ligne de commande standard Windows, quand vous tapez Dino, vous devriez avoir cet exécutable qui se lance. Voilà. Et donc il le trouve là où il a été installé, ce qui doit être votre dossier utilisateur, et puis il a créé un dossier .dino, et dedans il y a l'exécutable Dino. Voilà, donc on peut aller regarder ça chez moi. Voilà, ici, donc j'ai .dino et il y a le bin, et donc il y a le Dino exécutable actuel qui est là. Et puis ça, c'est juste l'ancienne version de Dino au cas où il y a un problème lors d'une mise à jour. Le zip qui traîne, en fait, bon voilà, ce truc-là, je peux le supprimer. Ça, c'était juste un truc que j'avais installé, mais je vais l'enlever. Donc vous devriez avoir simplement dino.exe. Et donc c'est assez cool, quoi. Il distribue un seul exécutable. Et pour le mettre à jour, il suffit de taper dino upgrade. Et il va regarder s'il y a une nouvelle version. Ah bah voilà, là en plus j'étais pas à jour. Donc j'étais en 1.12.1 et il y a 1.12.2 qui est sorti. Voilà. Donc là il vient de le faire. Il m'a remplacé mon exécutable dino.exe en un dino.hold. Et voilà. Et maintenant quand je relance Dino, on voit maintenant que je suis plus en 1.12.1 mais en 1.12.2. Voilà. Ça donne bien pour la petite démo. C'est vraiment sympa, quoi. Il n'y a pas un programme. Il n'y a pas un installeur à lancer, il n'y a rien de tout ça, il n'installe pas 12 millions de fichiers dans 15 endroits. Il pose un exécutable sur votre disque à un endroit et il met à jour votre variable d'environnement pass pour que vous puissiez le lancer automatiquement sans avoir besoin de taper le chemin complet vers l'exécutable. Ok, alors après cette petite digression, on peut aller regarder du côté donc, de Visual Studio Code. C'est l'éditeur de code que j'utilise et que je vous recommande. Bon, si vous regardez cette vidéo, vous savez sans doute ce que c'est, mais au cas où, c'est donc un éditeur de code qui est très extensible, très utilisé de nos jours, qui permet de bosser avec plein de langages différents via un système d'extension. Et donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer l'extension Dino pour Visual Studio Code, ce qui nous permettra d'avoir les rapports d'erreur, la compilation, etc. Donc si vous appuyez sur CTRL Maj X, ou bien que vous trouvez votre bouton pour ouvrir les extensions, vous devriez pouvoir avoir cette sidebar avec vos extensions Visual Studio Code. Et
vous pouvez ensuite installer l'extension officielle Dino. Voilà, moi je l'ai déjà installé. Quand c'est fait, on va pouvoir donc créer notre projet. Pour créer un projet Dino, on va créer déjà un dossier quelconque, quoi. Je vais l'appeler Project par exemple. Et donc je peux faire clic droit dessus, ouvrir avec Visual Studio Code, ou alors je peux faire fichier, ouvrir un dossier dans Visual Studio Code et le sélectionner ici. C'est important d'ouvrir le dossier puisque ça va définir l'espace de travail dans lequel l'extension Dino va fonctionner. Donc, on peut pas, il faut ouvrir le dossier avant d'activer l'extension Dino, comme on va le faire maintenant. Donc, pour activer l'extension Dino, vous faites CTRL-MAHP, ça ouvre votre palette de commandes, c'est un raccourci de Visual Studio Code, vous avez toutes les commandes de tout ce que vous pouvez faire dans Visual Studio Code. Et si vous tapez DENO, il va vous présenter donc toutes les commandes qui sont fournies par l'extension Dino qu'on vient d'installer. Et celle qui nous intéresse, c'est Initialize Workspace Configuration, donc initialiser la configuration de l'espace de travail. Et donc, il va nous poser deux petites questions. Il va nous demander si on veut activer le linting Dino. Donc ça, c'est simplement des conseils qu'il peut nous donner pour dire comment est-ce qu'on devrait formater notre code, etc. C'est les meilleures pratiques, quoi. Voilà. Bon, moi, j'ai tendance à pas l'activer, ce truc-là, parce que j'ai tendance à m'embêter plus qu'à m'aider. Mais vous pouvez l'activer si vous voulez. Et puis ensuite, il nous demande est-ce que vous voulez activer les interfaces de programmation instables de Dino. Donc, vu que Dino est encore un projet relativement jeune, il n'y a pas encore tout qui est standardisé, stabilisé, donc c'est-à-dire où ils sont sûrs que ça va plus changer. Et donc, voilà, si on veut accéder aux choses qui ne sont pas encore complètement stabilisées, on peut activer ça. Pour notre projet, on n'en aura pas besoin. Voilà, vous pouvez regarder sur dino.land dans Runtime API, donc les interfaces de programmation de Dino. Vous avez, donc ça, c'est toutes celles qui sont stables, voilà. Bref, il y en a plein, quoi. Et puis, alors, je sais pas comment est-ce qu'on y accède depuis là, mais si on rajoute Unstable ici, là, vous avez en plus tout ce qui est instable. Je sais pas exactement. Ah, voilà. Enfin, si vous cherchez instable, vous verrez voilà, la liste de tous les trucs qui sont pas stables. Ok. Bon, on s'en fout, hein, dans notre cas. C'est juste pour expliquer que vous pouvez trouver dans la documentation la liste des choses stables et instables et qu'il y a tout. Donc la documentation au passage, elle est découpée en 3 sections. Il y a donc Runtime API, donc ça c'est les trucs qui sont intégrés à Dino, qui font vraiment partie de la plateforme. Donc il y a plein de fonctions JavaScript standards comme cet intervalle que vous avez peut-être déjà vu dans le navigateur web. Elles sont aussi disponibles dans Dino. Et vous avez toutes les API spécifiques à Dino pour accéder au système de fichiers, pour bosser avec des sockets, pour écrire des fichiers, etc., qui sont généralement pas disponibles dans le navigateur. Enfin, celles-là ne sont pas disponibles dans le navigateur, mais elles sont disponibles quand on fait des programmes natifs, quoi. Et puis, voilà, enfin bon, c'est principalement ça. Et après, il y a tous les trucs qui peuvent être à la fois, comme je disais, utilisés à la fois dans le navigateur et nativement, quoi. Donc, vous avez tout ça. À côté de ça, vous avez la librairie standard, qui, elle, c'est donc des modules qui sont pas directement intégrés à Dino, mais qui sont officiellement approuvés et écrits par l'équipe de développement de Dino. Et donc, c'est tous les trucs qui vont souvent être utiles, par exemple un serveur HTTP pour faire du web, un système de logging pour faire de la journalisation, quoi, des trucs pour faire du WebSocket, des helpers pour bosser donc, avec tout ce qui est date, encodage, etc. Voilà. Donc nous, ce qui va nous intéresser surtout, c'est HTTP là pour faire un petit serveur web. Voilà. Et enfin, donc la troisième section de la documentation, c'est les modules externes qui sont fournis par la communauté. Donc ceux-là, ils sont juste listés et accessibles via le site, mais ils ne sont pas du tout validés officiellement par Dino. Bien, donc nous, on va retourner dans Visual Studio Code et créer un dossier serveur. Voilà. Ça, c'est ma convention à moi, c'est comme ça que je tendance à faire. Et dedans, on va créer un dossier mode.ts avec notre programme principal. Alors, un truc à savoir, c'est que en Node.js, pour ceux qui en ont fait, avec index.js, c'était le nom de fichier officiel pour le point d'entrée d'un dossier, enfin d'un module. Dans Dino, il n'y a pas de notion d'un fichier spécial qui doit avoir un nom particulier ou quoi. Il n'y a pas de index.js ou index.ts. Mode.ts, c'est la convention qui est utilisée un peu partout, et donc c'est sans doute une bonne idée de la suivre si vous voulez être cohérent avec ce que le reste des gens font, mais il n'y a aucune obligation, ce fichier-là n'est pas traité de façon spéciale. Donc là, on a justement créé un fichier mode.ts, et je vais ouvrir un terminal, et le lancer avec Dino. Même s'il n'y a rien dedans, on peut déjà le lancer. Donc je tape Dino espace run, ensuite serveur, et puis mode.ts. Et là, je le lance, il vérifie que notre fichier est un fichier TypeScript valide, il fait la compilation TypeScript automatiquement, et puis voilà, il n'avait rien à faire, donc il n'a rien. Si j'avais juste mis serveur, ça n'aurait pas marché. Là, il me dit, mais je peux pas exécuter un dossier. Donc ça, c'est la différence avec
Node.js, il n'y a pas cette magie-là de traiter un fichier comme spécial, d'essayer de chercher un fichier index.js dans le dossier. Ça n'existe pas. C'est un choix qu'ils ont fait parce qu'ils ont envie de réduire la quantité de trucs un peu magiques. Je dis magique dans le sens pour aider, mais qui en fait du coup crée de la complexité, parce qu'après tous les outils doivent aussi supporter ça. Par exemple, pareil, dans Node.js, on n'est pas obligé de mettre les extensions quand on fait des imports de modules. Et en fait, ça paraît pratique, mais après, le problème, c'est que s'il y a plusieurs extensions, on ne sait plus laquelle va être prise. Tous les outils doivent avoir la même logique de résolution des modules et tout. Si on ne fait rien de magique, il y aura beaucoup plus de simplicité et de cohérence. Et finalement, écrire .js ou .ts à la fin d'un chemin, c'est pas une corvée si énorme. Alors, donc notre prochaine étape, ça va être de commencer à créer notre serveur web. Alors, juste pour montrer aussi, bon, je peux utiliser dans console.log et écrire bonjour. Voilà, et on peut voir que quand je fais des erreurs, donc par exemple, là, si je fais ça, j'ai immédiatement les rapports d'erreurs. Alors, moi, j'ai configuré mon Visual Studio Code comme ça. Ce panneau-là, il est peut-être ailleurs pour vous, mais dans l'idée, c'est le même délire. Vous aurez un panneau avec les problèmes, et donc voilà, il me dit que D, il ne sait pas ce que c'est, etc. Et voilà, là, je peux corriger l'erreur, et du coup, ça disparaît. Bien, donc si je lance ensuite ce truc, de nouveau, enfin, je peux juste appuyer vers le haut, voilà, il me le lance, et il y a écrit bonjour en dessous. Donc maintenant, on va vouloir importer le module HTTP pour faire un serveur. Donc on va faire importer tout en tant qu'HTTP depuis, Dinoland. Et là, il va nous dire, quand j'ai fini de taper Dinoland / il va nous proposer, tiens, est-ce que tu voudrais que je te fasse de l'autocomplétion pour cette adresse-là. Donc on va l'activer, ça sera pratique. Ça veut dire que maintenant, si je tape le / ou si je fais CTRL barre d'espace pour déclencher l'autocomplétion, il va nous proposer la liste des chemins qui sont disponibles sur ce serveur. Donc voilà le serveur officiel où il y a tous les modules officiels de Dino, plus les modules externes qui ont décidé de s'enregistrer dessus. Donc nous, on va vouloir aller dans la librairie standard, à la dernière version actuelle, et donc la dernière version actuelle de la librairie standard, c'est, au moment donné où j'enregistre cette vidéo, 0.103.0, et voilà. Et ensuite, on va récupérer le module HTTP qu'on a vu tout à l'heure, et donc on veut le point d'entrée de ce module qui s'appelle mode.ts, comme j'expliquais juste avant. C'est la convention. Et là, vous avez de la documentation aussi. Il y a à chaque fois un README dans chacun des dossiers. Donc, vous pouvez vraiment explorer ça et prendre du code exemple, etc. C'est assez pratique. Bien. Alors là, on peut voir qu'il est encore souligné en rouge. La raison, c'est que ce module, il ne l'a pas encore téléchargé. Parce qu'il ne veut pas le télécharger pour nous. Donc, si on veut le télécharger, on peut lui dire vas-y, mets-le en cache. Mais si on lance notre programme, ça va faire exactement ça aussi. C'est-à-dire que la première fois qu'on va lancer notre programme, il va trouver un import, il va voir un module, il va dire est-ce que je l'ai déjà localement en cache, et si c'est pas le cas, il va le télécharger. Donc là aussi, je fais le contraste par rapport à Node.js, en supposant que les gens qui regardent cette vidéo, ils ont sans doute touché à Node.js. Dans Node.js, il faut installer un module en faisant npm install, le nom du module, et puis créer un dossier Node module ici, et puis voilà. En fait, dans Dino, ça marche pas comme ça. Il y a un seul dossier global dans lequel il va stocker tous les modules qu'on télécharge, quoi. Et donc si j'ai déjà téléchargé une fois dans un projet le module HTTP à la version 103, il sera déjà en cache. Là, c'est pas encore le cas. J'avais vidé mon cache exprès avant de démarrer l'enregistrement. Et donc comme dit, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer ici. Voilà. Donc là, vous pouvez voir qu'il vient de télécharger tous les modules. Donc il part du mode .ts que j'ai demandé dans mon programme. Puis du coup, vu que ce mode.ts, il demandait de charger cookie.ts, http statut.ts, server.ts, il les a téléchargés eux aussi. Eux-mêmes, ils avaient d'autres dépendances, donc il a téléchargé tous les fichiers. Et donc, si je vous remonte ici dans le dossier où il y a toutes les dépendances, on voit qu'il les a téléchargés. Alors, il les stocke via pas le chemin en entier, mais un hash de ce chemin, quoi. Donc c'est un peu opaque, mais voilà. On a tout qui est. Et donc normalement, voilà, si maintenant je modifie mon fichier, on voit tout de suite qu'il ne fait plus d'erreur. Donc le module a été importé. Encore une fois, il y avait juste moyen de faire clic droit et mettre en cache, ça aurait aussi marché. C'est deux façons de le faire. Il y en a une qui passe par Dino lui-même et qui le laisse télécharger les modules qu'il a besoin. Et là, un truc qui utilise l'extension Dino de VS Code pour le faire pour nous. Ok, donc à partir de là, j'ai ce module HTTP et on peut voir que j'ai d'autocomplétion à typer et tout, vu que c'est du TypeScript. Donc ça, c'est très chouette. On a ici, voilà, les paramètres de la fonction serve qui permet de démarrer un serveur.
c'est une string ou bien une liste d'options HTTP. Et alors très cool, je peux même faire CTRL et cliquer sur serve et ça m'envoie dans le code, quoi. Vu que c'est qu'une librairie standard qu'on peut aussi retrouver d'ailleurs ici, hein, sur le site web dans mon navigateur. Là, c'est le même code que j'ai là. Bah, c'est pas opaque, quoi. Je peux directement aller naviguer, voir comment ça fonctionne et tout. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime aussi beaucoup. À la fois l'autocomplétion et le fait qu'on peut aller observer à l'intérieur le délire. Et même quand je survole, vous voyez qu'on a même un exemple minimal de comment démarrer un serveur Dino. Donc c'est vraiment très chouette, quoi. Alors du coup, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'effectivement, on va écouter sur un port. Alors pourquoi pas le port 8080, c'est un port qu'on utilise souvent. Et puis donc, je vais dire, bah, retourne-moi un serveur web une fois que tu l'auras construit. Et alors, pour utiliser ce serveur web en Dino, on va l'utiliser comme un itérateur. Donc, en fait, on va faire une boucle for, et c'est une boucle for asynchrone, donc on utilise await, pour récupérer chacune des requêtes, puisque on n'a pas toutes les requêtes qui existent à l'avance, quoi. C'est le serveur, chaque fois que quelqu'un se connecte à notre site web, et ben, ça va générer une requête qui va ensuite pouvoir être traitée dans cette boucle. Donc, l'objet requête, on peut survoler là, c'est un objet de type http.serverRequest, et on peut aller regarder de quoi il est fait aussi. Alors, comment est-ce que je fais ça? Est-ce que je peux sauter depuis ici? Non, on dirait pas. Mais bon, on va le trouver. Donc, server request, là, voilà. Il se trouve dans ce fichier. Il se trouve dans ce même fichier là. Server request. Voilà, si je fais F12 là-dessus, il m'envoie à cet endroit-là. Et on peut voir donc que c'est une classe avec tout un tas de propriétés. Voilà. Et donc, notamment, il y a l'URL, il y a la méthode qui a été utilisée. Donc, nous, on va, de toute façon, on va utiliser l'autocomplétion. Voilà, elles apparaissent aussi ici. Et donc, on va loguer l'URL qui a été demandée par la requête, simplement. C'est déjà une première étape. Donc, chaque fois que quelqu'un va essayer de se connecter à notre serveur web, on va loguer dans une console l'adresse qu'ils ont demandé. Alors là, je vois que mon terminal a craché à l'instant. Bon, c'est quand j'ai redimensionné. Je sais pas pourquoi est-ce qu'il a craché, mais c'est pas grave. Donc, je fais dino run le serveur mod.ts et là, on va avoir une erreur, malgré le fait qu'il n'y a pas d'erreur qui apparaissent dans notre code. Alors, pourquoi est-ce qu'on a une erreur? C'est parce que Dino a un système de permission explicite pour accéder à toutes les choses qui pourraient faire des dégâts. Donc, de base, un programme, en fait, il peut afficher les choses à l'écran, et c'est tout, en fait. Il peut pas écrire sur le disque, il peut pas accéder au réseau, etc. Et si on veut lui permettre, il faut, quand on le lance, qu'on précise avec un argument qu'on passe à la ligne de commande dino run pour lui dire, tu as le droit de faire ci. Donc, par exemple, on peut dire -allo -allo-net pour dire permet d'accéder à Internet, etc. Bon, moi, ce que je fais généralement, c'est que, bon, même si c'est très bien ce truc sur le principe, vu que je connais les modules que j'utilise et je leur fais confiance, je fais A majuscule, et ça veut dire permettre tout. Et voilà, c'est à vous de voir si vous voulez contrôler précisément chacune des permissions et puis chaque fois les ajouter avec -allo ou quelque chose. Moi, je préfère juste faire -a et je m'en fous un peu si ce système de permission quand j'écris mes propres programmes. Si éventuellement j'exécute le programme Dino de quelqu'un d'autre, je vais peut-être ne pas mettre le -a pour découvrir quelles sont les permissions dont il a besoin. Ça, je saurai ce qu'il fait un petit peu plus, quoi. Donc c'est sandboxé de la même façon que le navigateur web est sandboxé de base. Et que quand par exemple une page web voudrait accéder à votre caméra ou votre micro, il va y avoir un petit dialogue de permission qui va apparaître, qui va vous demander si vous voulez ou non le faire. Bah, c'est un peu l'équivalent, mais côté serveur pour tout ça. Donc maintenant que j'ai donné la permission d'accéder à tout, cette fois-ci, bah voilà, il a vérifié mon fichier et puis il se passe rien du tout, mais en fait notre programme continue de s'exécuter puisqu'il attend des requêtes dans cette boucle for ici. Donc, si je me rends sur localhost dans mon navigateur sur le port, donc avec le 2.8080, ça va me permettre d'envoyer une requête à ce serveur. Et donc, au moment donné où je vais faire entrer, il devrait m'afficher la requête. Je fais ça, et voilà. On voit que l'URL que j'ai demandé, donc le chemin que j'ai demandé, c'est slash, c'est-à-dire c'est la racine. En fait. Là, on ne le voit pas, mais c'est comme si j'avais mis un slash ici. Bon, donc ça, c'est pas hyper intéressant, mais imaginons que je demande /test, et ben voilà, on va voir que l'adresse que j'ai demandé, c'est /test. Évidemment, l'onglet charge de façon infinie, puisque notre serveur ne répond jamais à cette requête. Donc, du coup, on va vouloir répondre à une requête en faisant rec.respond, et ici, il faut qu'on construise une réponse. Et donc, notamment, voilà, si je fais une réponse, c'est quoi? C'est un objet JavaScript, donc je mets des accolades. Et si je veux voir qu'est-ce qui est possible de mettre dedans, je peux faire CTRL espace. Et là, j'ai l'autocomplétion qui me propose tous les éléments d'une réponse. Encore une fois, je peux aussi faire CTRL clic sur respond, voir c'est quoi la signature de la fonction. Et hop, response, là aussi, j'ai la liste des choses qu'il y a dans une réponse.
Donc il y a un code de statut, un texte de statut, un corps, éventuellement des entêtes, etc. Donc nous, ce qu'on va juste faire, c'est qu'on va juste mettre un corps qui va dire bonjour, voilà. Et comme ça, quand on nous demandera une adresse, on répondra avec un document qui contient juste bonjour. Et donc implicitement, le statut sera mis à 200 parce que c'est le statut par défaut, qui veut dire, si vous regardez la spécification HTTP, ça veut dire OK, c'est bon, voilà le document que tu m'as demandé. Donc si on précise pas, c'est ça que fait Dino par défaut. On peut d'ailleurs le regarder, hein, j'imagine qu'on peut trouver cette information quelque part. Ou voilà, c'est ça. Ici, quand il fait, encore une fois, comme je disais, on peut explorer le code source, donc c'est très sympa. Si je regarde écrire une réponse et qu'on lui file une réponse ici, il dit le code de statut, c'est la valeur qu'on avait donnée à statut, ou bien si on n'avait pas donné de valeur, par défaut, il met 200. Donc voilà, bon, ok. Alors, notre serveur est relancé. Donc à chaque fois, pour stopper le serveur, je vais préciser, je fais CTRL-C. Ça permet d'interrompre l'exécution du programme. Et ensuite, je peux donc le relancer. Et comme ça, il relance la nouvelle version de notre programme. Et donc, si maintenant je demande la page d'accueil, eh bien, il me répond bonjour, tout simplement. Donc, on voit que mon navigateur, il a fait une requête pour slash et qu'il a fait une autre requête que je lui ai pas explicitement demandé de faire, mais pour la favicon, qui est la petite icône qu'il afficherait en haut ici, là, comme cette icône-là, cette icône-là. Comme notre serveur, il répond à toutes les requêtes par bonjour, c'est-à-dire qu'il lui a retourné une icône qui n'était pas un fichier image valide, mais qui était juste le texte bonjour. Donc du coup, Firefox a dû se dire, ça c'est pas une icône valide, du coup il n'a pas mis d'icône. Voilà. Ok, très bien. Donc voilà tout le délire. Et donc maintenant, ce qui serait intéressant, ça serait de pouvoir servir des fichiers, quoi. Donc on va créer un dossier que je choisis d'appeler public, qu'on pourrait appeler ce qu'on veut, dans lequel on va mettre une page HTML, un site web qu'on voudrait servir. Donc là, on va utiliser index.html, qui est la convention là aussi côté web. Et puis donc, on va écrire un petit document HTML très simple, avec un body dans lequel on va avoir peut-être un titre qui va dire bonjour, et puis ensuite un petit paragraphe qui va dire bienvenue sur mon site web. Là, on referme le paragraphe. Et alors là, j'ai appuyé sur Alt-Maj-F pour reformater le document. Voilà, vous pouvez voir que si mon indentation n'est pas valide ou je sais pas quoi, si je fais un nimp et que je fais Alt-Maj-F dans JS Code, ça reformate automatiquement le document. Ça marche aussi d'ailleurs dans les fichiers TypeScript, quoi. Donc c'est assez sympa pour avoir toujours le formatage qui est standardisé, on va dire, comme ça il n'y a pas besoin de s'en préoccuper, quoi. Donc je répète, le raccourci c'est Alt, Maj et F. Vous pouvez le trouver d'ailleurs dans la palette de commandes, je pense, format document, voilà. Alt, Maj, F, Maj, Alt, F. Ok, donc voilà, donc là j'ai créé un petit fichier HTML et donc on aimerait le servir en réponse à une requête. Donc comment est-ce qu'on peut faire ça? On peut tout simplement le lire et puis le servir. Là je peux par exemple faire dino. Ah oui, alors là, il nous met un peu beaucoup de choses à l'écran. Vu que je suis pas mal zoomé pour la vidéo, ça me galère un peu. Donc, ce qui nous intéresse, c'est read text file sync, qui permet de lire un fichier. Et donc, je vais d'aller lire l'adresse, mon index.html et de retourner son contenu. Donc, voilà, dans le body. Bon, ça, c'est juste une première étape. Donc, si je relance ça maintenant, quand je fais ça. Ah ok, alors il n'a pas trouvé le chemin. Est-ce que j'ai fait une erreur? Ah oui, alors en fait, j'ai mis un chemin relatif où je dis on remonte depuis mode.ts vers serveur, puis après, on sort de serveur et puis on va dans public, mais en réalité, je lance mon exécutable depuis le dossier project. Donc le dossier courant, c'est déjà project, c'est pas serveur. Donc du coup là, il a essayé de remonter sur mon bureau et trouver un dossier public avec un index.html, il y en a pas. Donc en fait, le mieux ce serait que ce chemin il ne soit pas relatif à un dossier en particulier, mais qu'il soit relatif à la position de mode.ts. Okay. Donc pour ça, il va faire un tout petit peu de gymnastique, j'y avais pas pensé, mais c'est pas grave. Donc il faut qu'on fasse, je crois, import.meta.url. Voilà. Donc ça c'est l'adresse complète de notre on peut le loguer d'ailleurs si vous voulez voir. Voilà. Hop. Il se passe plein de trucs, mais c'est pas grave. Donc, si j'essaie de lancer, donc j'ai juste désactivé notre code serveur, là, le temps d'afficher notre fichier complet. Et voilà, on peut voir que le chemin, donc c'est une URL de type fichier qui va
jusqu'à mon dossier. Et donc moi, ce qui m'intéresse, ça va être de choper le dossier parent, enfin le dossier qui contient mode.ts. Donc on doit pouvoir faire un truc du style comment est-ce que c'est? Ça fait un bail, mais c'est pas grave, on va regarder comment est-ce qu'on retrouve les trucs. Donc je pense qu'il me faut le module pass, justement, donc qui me permet de manipuler des chemins. On va faire ça et ça. Et donc là, pareil, je ne l'ai pas encore en cache, donc il me fait une erreur, il ne peut pas encore me faire l'autocomplétion tant qu'il ne l'a pas téléchargé. Vous voyez que là, quand j'écris un point, il ne trouve rien. Si je clique Quick Fix Cache, voilà, ça va prendre un instant. Ça prend un peu longtemps. Je suis encore connecté à Internet. Oui. Bon, c'est bizarre que ça galère. Est-ce que j'ai mal tapé cette adresse ou est-ce que... Ah oui, non, d'accord. Ah, waouh. Ok, le site web de Dino est hors ligne. Alors attends, on va juste aller sur Google, vérifier que j'ai encore Internet. Ouais, d'accord. Donc au milieu de cette vidéo, j'ai Dino qui est pété. Ah, le site officiel de Dino qui est pété. C'est pas de chance parce que... Ah voilà, ok. Peut-être ça va revenir. Ils étaient peut-être en train de faire une mise à jour, je sais pas. C'est quand même vraiment pas de chance. Alors qu'est-ce que c'est qu'une erreur Cloudflare 525. Ouais, ok, ils n'ont pas pu établir une connexion SSL avec le serveur. Bien. Mauvaise nouvelle quand même. Donc bon, ça c'est intéressant parce que ça peut permettre de montrer quelque chose à propos de Dino. C'est que donc évidemment la première fois qu'on veut accéder à un module, si on l'a pas encore en cache, ben, on a besoin d'une connexion à Internet et on a besoin que le site de Dino fonctionne. Ce qui est la première fois que ça ne marche pas alors que ça fait 1 an que j'utilise. Hein. Mais voilà. Après, par contre, une fois que je l'ai en cache, et ce module, normalement, je l'aurais déjà en cache, là, j'ai supprimé mon cache juste pour la vidéo, quoi. Mais vu que c'est un module qu'on utilise très souvent, là, j'aurais pu l'utiliser sans qu'il ait besoin de le récupérer sur Internet. On va espérer que, voilà, quelqu'un chez Dino a appuyé sur le bouton reboot et ça y est, on est de retour. Donc maintenant, ça devrait marcher. Donc si je le mets en cache, ça prend un quart de seconde au lieu de prendre, je sais pas combien de temps. Très bien. Bon, bah, c'est pas grave. Ça nous fait c'est l'occasion de voir une réalité de Dino qui est pas mauvaise. Hein. Ce serait la même chose avec n'importe quoi où on n'a pas encore le module à l'avance. Évidemment, il faut que le serveur qui doit nous le donner soit en ligne et après, une fois qu'il est en cache, c'est bon. Là, la différence avec Node.js, par exemple, c'est que si NPM, le gestionnaire de paquets de Node.js, avait été hors ligne, eh bien, quand je veux faire un npm install, là, il va à chaque fois, je pense, le chercher depuis npm. Alors que, comme dit, avec Dino, on a un cache centralisé. Donc, en fait, j'ai besoin que de récupérer ces modules une seule fois, peu importe le nombre de projets que j'ai en local. Bien, alors, donc, qu'est-ce que je voulais faire? Voilà, je vais dire from file URL, comme ça il va nous construire un chemin à partir de l'URL. Et ensuite, on va dire, donc déjà, on peut regarder juste ce que ça donne. Okay. Donc avant, on avait file de point / et puis un chemin. Et maintenant, on a juste, je pense, voilà, c'est ça. Là, il nous a créé maintenant un chemin simple. Et on va vouloir récupérer est-ce que c'est base name? Je crois que c'est base name qui donne le chemin du dossier parent. Non, base name, c'est l'inverse. Donc, ce que je veux, c'est peut-être dir name. Base name, c'est le nom du fichier, en fait. Et dir name, c'est voilà, le nom du dossier. Donc ça nous donne maintenant notre en fait, oui, on peut construire le public pass à partir de ça en disant j'ai donc le dossier serveur et j'aimerais résoudre un chemin qui part du dossier serveur mais qui remonte et qui va dans le dossier public. D'accord? Donc là, il prend ça, avec point / il remonte à projet et après il va dans le dossier public. Et donc on a ce chemin-là. Si maintenant je log le chemin public, je devrais avoir / public à la fin. Voilà, très bien. Donc ça peut maintenant enfin nous servir pour lire notre fichier index.html et le servir. Voilà. Donc là, je dis lire le fichier texte. Chaque fois qu'on nous fait une requête, on lit le fichier index.html depuis le chemin public et on le retourne. Donc,
Voilà, le serveur devrait avoir démarré. Et voilà, ça y est. Donc mon site web ici que j'ai écrit là, il se fait servir. Par contre, donc, vu qu'on ne discrimine pas en fonction de l'URL qui a été demandée, peu importe quelle URL je demande, il me retourne toujours la page d'accueil de mon site. Évidemment, pour faire un site avec plusieurs fichiers, ça ne va pas être une bonne idée, ou même un jeu vidéo ou n'importe quoi. Donc il va falloir en fait qu'on se laisse influencer par l'adresse ici pour savoir ce qu'on prend. Donc par exemple, ce qu'on peut faire, c'est définir que on utilise le chemin public et qu'on rajoute la rec.url derrière. Voilà. Et donc si je lance tout ça, je devrais avoir... ok, donc là, voilà. Donc là, ça a échoué, puisque j'ai essayé d'accéder à un fichier. On peut loguer l'adresse. J'ai essayé d'accéder à un fichier qui s'appelle toc. Et bien, voilà, project/public/. Et en fait, c'est le dossier en lui-même. Et donc, évidemment, ça ne peut pas marcher puisque c'est pas un fichier, c'est un dossier. Donc, ce qu'il faut qu'on fasse dans notre serveur, c'est qu'on s'assure que le fichier qu'on essaie de choper, il existe ou qu'il est valide. Donc, pour ça, on peut dire, notre body, ça va être quelque chose. On va ensuite essayer de lire le body depuis l'adresse qui a été demandée. Et si ça échoue, eh bien, on va plutôt retourner une erreur. Donc, par exemple, on va dire rec.respond. Je sais pas quoi, status 404 par exemple pour dire not found, et puis on n'a pas besoin de mettre un body, Donc 404 c'est le code d'erreur HTTP pour dire fichier non trouvé. Et évidemment après il faut qu'on fasse continue pour qu'il passe à la requête suivante et qu'il n'aille pas essayer de nous envoyer la réponse. Bien, donc là du coup on a notre body qui, s'il a réussi à être chargé, sera envoyé, sinon ça échoue. Donc maintenant, si j'essaie d'accéder ici, eh bien, on voit qu'on a demandé ce fichier, ça a dû échouer, il a dû nous retourner une erreur 404. Malheureusement, vu qu'on n'a pas mis de body, en fait, il n'y a rien. Je vais au moins mettre not found, histoire qu'on affiche au moins le minimum. Voilà, donc là, on peut dire que si j'essaie d'accéder à slash, il n'y a rien, puisqu'il n'y a aucun fichier qui s'appelle slash. Si je fais slash index.html, ça marche. Si je fais slash test.html, ça ne marche pas. Il n'y a rien. Okay, donc ça, c'est plutôt intéressant, mais évidemment, sur un site web, généralement, quand on accède à l'index, au slash, on veut qu'il nous serve l'index.html. Donc là, on peut faire une exception. On peut dire, par exemple, le pass, c'est rec.url. Voilà. Mais si le pass est égal à juste un slash, dans ce cas-là, on le remplace par index.html. Comme ça, si on n'a pas demandé une page en particulier, il nous servira la page index.html. Okay. Je relance le serveur. Je redémarre. Et zut, malheureusement j'ai créé cette variable pass, mais je n'en sers pas ici. Donc ça ne faisait rien, ce morceau de code là. Hop. Ok, très bien. Maintenant voilà, quand je demande juste slash, quand je demande rien de particulier, eh bien on peut voir que il nous sert quand même le index.html. Bien, donc ça c'est une bonne chose de fait. On commence à avoir quelque chose qui ressemble à un serveur web. Ok, alors j'étais en train de faire le montage de cette vidéo et je me suis rendu compte de deux choses. La première, c'est que on ne pouvait pas voir le bout de cette ligne parce que ma webcam était devant, donc voilà le reste de cette ligne. Et l'autre chose importante, c'est qu'il y a une faille de sécurité dans ce que j'ai écrit ici. Puisque on concatène le chemin public avec le chemin qui a été spécifié par le client, par le navigateur, eh bien on peut remonter en dehors du dossier public, et donc c'est extrêmement dangereux puisque ça veut dire qu'on pourrait aller accéder. Imaginons que j'ai ici un fichier avec mes mots de passe secrets qui se trouvent à l'extérieur du dossier public. Et bien, il me suffirait de faire une requête dont l'URL c'est /password.txt et je vais pouvoir du coup accéder à ce fichier. Donc c'est très important de valider cette URL. Je pensais que peut-être ce serait quelque chose que le serveur HTTP de Dino ferait, mais en fait ce n'est pas le cas. Donc je peux vous le prouver. Donc par exemple, si j'ouvre Putty ici, qui est donc un outil qui permet de se connecter à des serveurs et de leur envoyer des données. Donc je vais charger ma config ici, donc je me connecte à mon serveur localhost sur le port 8080 en mode raw, donc ici c'est ce mode là, et ça me permet d'envoyer une requête. Et donc si je tape une requête HTTP en faisant get /./server/mode.ts,
et que j'essaie d'accéder donc en HTTP 1.1. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que normalement, je devrais choper un fichier en public, mais vu que j'ai dit remonte d'un dossier, va dans le serveur et va dans mode.ts, j'arrive à récupérer le code du serveur depuis le client. Donc voilà. La raison pour laquelle je le fais via PuTTY et pas directement dans le navigateur, c'est que les navigateurs nous empêchent de faire ça. C'est-à-dire que ici, je peux pas faire ./server/mode.ts, voilà, parce que c'est Firefox qui retire et Chrome fait pareil, le // Mais en fait, faut pas se c'est pas parce que Firefox l'interdit, donc le client ici, ce client-là ne le permet pas, qu'avec un client spécial, on pourrait pas le faire. Donc très important, il va falloir qu'on rajoute une validation. Donc, par exemple, une validation toute simple qu'on peut faire, c'est dire si dans notre chemin il y a 2 points à la suite, eh ben on considère que c'est un chemin déjà invalide, parce que je m'attends jamais à avoir un fichier qui contiendra un chemin qui contiendra point à la suite, et comme point c'est le truc qui permet de remonter d'un dossier, on peut simplement l'interdire. Et donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va retourner, alors je vais faire gaffe à ce que ma webcam ne soit pas dans le chemin cette fois-ci, on va retourner ici une réponse en mode erreur 400, voilà, pour dire ça c'est le HTTP 400, c'est le code pour dire bad request, quoi. La requête est invalide, et puis on passe à la suite. Donc dans ce cas-là, maintenant, on s'est correctement protégé. Et si je relance mon serveur, que je réouvre PuTTY et que je retente cette fois-ci donc de faire un get /./server/mode.ts en HTTP 1.1, voilà. Cette fois-ci, j'ai une réponse qui me dit bad request, donc j'ai pas réussi à m'échapper du dossier public. Alors maintenant, l'étape suivante, ça va être donc de pouvoir faire du TypeScript côté client. Si actuellement, donc je veux rajouter un script, je peux rajouter par exemple main.js, voilà, et puis donc dire qu'il est le type module, puisqu'on fait du JavaScript moderne, voilà. Et donc si je crée un main.js, voilà, là je peux écrire du JavaScript, on va dire alerte, histoire de faire une petite fenêtre, tout ça. Donc là, notre navigateur web, il va demander le slash, ça va lui servir index.html, il va ensuite recevoir ce document, le navigateur, et il va voir qu'il a un script qu'il doit demander, donc il va demander à notre serveur web /main.js, okay. Et donc notre serveur, il va dire, ah bah je regarde si j'ai un main.js dans public, il va dire oui, et donc du coup, il va nous faire, il devrait nous envoyer le fichier. Donc, là, on devrait pouvoir faire du JavaScript sans problème dans le navigateur. Alors, l'alerte n'a pas eu lieu, on va essayer de voir pourquoi. Échec. Donc il n'a pas réussi à charger. Ah oui, voilà, d'accord. Alors pourquoi est-ce qu'il n'a pas réussi à charger? Est-ce qu'il va nous dire? Je pense que je sais pourquoi, mais ah voilà, il le dit juste au-dessus. Le chargement du module à l'adresse machin truc a été bloqué parce que son type MIM n'est pas valide. Alors ça c'est une protection des navigateurs web, c'est que quand on sert un fichier, pour qu'il ait le droit de l'exécuter comme un script JavaScript, il faut qu'il soit servi avec un en-tête qui dit le type du fichier, c'est bien un fichier JavaScript. Sinon il s'inquiète qu'on essaie peut-être d'exécuter un fichier qui n'est pas censé être exécuté comme du JavaScript. Ça pourrait être une faille de sécurité. Donc pour ça, en fait, il faut qu'on modifie un petit peu la façon dont on répond ici. Il faut qu'on réponde avec un en-tête qui va être alors c'est quoi déjà? Je sais plus, mais on va trouver. C'est content coding. Je sais pas, ça me revient pas dans l'immédiat. Donc on peut aller chercher Dino, ou juste HTTP header. Ah bah remarque, c'était peut-être affiché quelque part dans mon erreur. Là. Bon, on va dire main type. Ah, c'est content type, voilà, je sais pas pourquoi ça m'a échappé. Donc content type, et là il faut qu'on précise le type de contenu qu'on est en train de renvoyer. Et du coup ça va dépendre du fichier qui a été demandé. Si on a demandé un fichier HTML, ce qu'on envoie c'est du texte /HTML. Si on a demandé un fichier JS, ce sera du texte /JavaScript, etc. ou application /JavaScript, enfin on va voir. Donc ce qu'on peut faire, c'est faire ici une liste de conditions sur notre content type. De base, on va dire que c'est que dalle, voilà. Mais si le chemin finit en tant que .html, alors on va préciser que c'est du texte .html. Sinon, si le chemin finit en tant que .js, on va préciser alors du coup, c'est quoi le type MIM? Type JavaScript. Ok, c'est texte /JavaScript. On va mettre ça. Et voilà.
Donc ça devrait le faire. Voilà, on devrait maintenant gérer au moins ces deux types mime là. Et par défaut, on n'en met pas et ce sera pas plus mal pour l'instant. Ok, voilà. Et donc cette fois-ci, il a accepté d'exécuter notre script. Alors là, si vous avez fait du Node.js, vous dites peut-être, hein, mais c'est compliqué quand même. On est obligé de charger les fichiers nous-mêmes, de définir le type mime nous-mêmes, etc. En réalité, pas nécessairement. Sur Dino, comme dans Node.js, il y a des modules tout faits qui vont vous faire des serveurs web déjà hyper avancés, quoi. Alors je sais plus, il y en a un qui est du style de Express. Il y a même un port de Express pour Dino qui fait tout ça. Enfin là, en l'occurrence, ouais, si on dirait qu'il y a un port. Bon, ça a l'air d'être un début, mais il y a des serveurs web. Moi après, c'est plus que moi j'aime bien écrire mon propre serveur web, mais vous pouvez tout à fait en récupérer un qui est tout fait, quoi, et qui va faire plein de choses pour vous. Ça, c'est à vous de voir, hein, d'explorer l'écosystème de modules de Dino. Bien. Mais pour ce qu'on va faire là, avec le fait de servir les fichiers TypeScript directement côté client, c'est bien de le faire nous-mêmes, ça nous permet d'avoir ce niveau de contrôle. Et après aussi, c'est plus simple, parce que finalement, même si on écrit un peu de code là, on sait tout ce qui se passe, quoi. Il y a vachement moins de magie que dans un module tout fait dont on ne connaîtrait pas forcément le contenu ou qu'il faudrait aller explorer pour connaître le contenu. Ok, très bien. Donc voilà, en tête, body. Et donc on a maintenant la possibilité d'exécuter du JavaScript. Alors maintenant, ce qu'on va vouloir, comme dit, c'est et si je fais un fichier TypeScript, alors bon, là il n'y a pas de problème en soi, quoi. Mais imaginons que je veux vraiment avoir du TypeScript, donc par exemple, je sais pas quoi, je définis une fonction hello, voilà, qui prend un name en paramètre, et donc avec un type, donc ça c'est du TypeScript, et puis on fait alerte hello name, voilà. Et donc, si ensuite je fais hello visiteur, voilà, il va dire bonjour au visiteur. Mais vu que c'est du TypeScript, même si on essaye ici de le charger, eh bien, alors déjà, il faut qu'on précise que les extensions TypeScript, bon, on les sert comme du JavaScript, par exemple, disons. Je sais pas si on pourrait spécifier un type mime TypeScript, j'imagine, mais bon, dans tous les cas, le navigateur, il connaît pas, quoi. Donc, on peut déjà essayer ça. Donc, si je mets TypeScript et que je recharge, eh bien, évidemment, il se passe que dalle, puisque le navigateur, il dit le type mime TypeScript, il est interdit et en plus, je le connais pas. Alors, on pourrait lui dire non, t'inquiète, c'est presque du JavaScript. Ok. Mais ça va quand même échouer puisque du coup il y a du TypeScript dedans et qui fait c'est invalide, quoi. Voilà. Donc si on regarde ici, il nous dit il y a une erreur de syntaxe, il s'attendait à avoir une parenthèse ici, pas un deux points, ça c'est pas normal, quoi, puisque c'est du TypeScript. Alors du coup là on a une solution qui est très cool, qui est qu'on va pouvoir retirer les annotations TypeScript à la volée juste avant de servir le fichier, et comme ça on n'aura pas besoin de faire de la compilation ni quoi que ce soit. De toute façon, nos rapports d'erreur et toute la valeur de TypeScript, elle est contenue dans Visual Studio Code, puisque si je fais une erreur là, on peut voir que voilà, il me dit que ça n'existe pas. Si je tape un type invalide, si je fais quoi que ce soit. Donc on n'a pas besoin d'avoir un compilateur qui nous dit quoi que ce soit. Tout ce qu'on veut, c'est quelque chose qui peut prendre ce fichier et retirer le TypeScript et en faire du JavaScript. Et donc il y a un module qui existe pour ça, qui s'appelle Sucrase. C'est pas spécifique d'ailleurs à Dino, hein, c'est juste un module JavaScript qu'on peut aussi utiliser avec Node.js, mais qui permet donc de retirer toutes les annotations. Voilà, donc si je prends mon module ici, là, eh bien on voit qu'il le transforme en du JavaScript. Voilà, je sais pas, je peux décocher des trucs, mais il transforme en du JavaScript, il enlève les annotations de type. Donc nous, on va récupérer le module Sucrase, et on va, quand on essaie de servir un fichier de TS, avant de le servir, on va le faire passer par Sucrase pour retirer les annotations. Alors, pour faire ça, il faut qu'on accède à Sucrase. Donc, je crois qu'il faut malheureusement, Sucrase est une librairie JavaScript et donc pas TypeScript. Alors, je ne sais pas si on peut la récupérer directement. Est-ce qu'elle est hébergée quelque part? Mais de mémoire, non. Il faut la récupérer via JSPM. Ouais, voilà, on veut pas utiliser Yarn, on veut pas utiliser NPM, on veut pas utiliser tout ça, on veut juste l'importer depuis le web. Donc je crois qu'on peut, ouais, allez, JSPM c'est un gestionnaire c'est un réseau de livraison de contenu, enfin un CDN, quoi, qui héberge plein de modules. Alors est-ce que c'est jspm.dev? Peut-être là, je sais pas. Enfin, en fait, j'aurais besoin d'un exemple d'adresse.
Ah voilà, on peut demander un paquet de noms. Par exemple, si je fais sucrase là, bah voilà, il me le donne. Donc on peut éventuellement faire ça. Et je crois qu'on peut préciser la version, au moins pour qu'on sache quelle version est-ce qu'on demande. Voilà. On va demander la dernière version de sucrase. Et donc on va faire importer tout en tant que sucrase depuis ça. Voilà. On va là aussi devoir le mettre en cache. Et voilà, maintenant on a le module sucrase qu'on a récupéré. Donc JSPM, hein, c'est juste un des hébergeurs de paquets JavaScript publics qui existent. Il y en a d'autres, là, ça ne me vient pas tout de suite, mais il y a CDNJS, je crois, des choses comme ça. Voilà. Mais on aurait aussi pu nous-mêmes télécharger Sucrase, le mettre quelque part dans un dossier et puis le charger localement. C'est juste que c'est bien pratique de le récupérer depuis quelqu'un qui l'a déjà hébergé pour nous. Et de toute façon, après, on le télécharge qu'une fois, puisqu'il est mis en cache. Donc cette dépendance-là, elle est que présente la première fois qu'on lance notre programme. Bien, et donc Sucrase, normalement, il doit fournir, je crois, une fonction transform, voilà. Et alors malheureusement, vu que c'est du JavaScript, on n'a pas d'autocomplétion dessus, donc il va falloir qu'on regarde comment est-ce qu'on se sert de Sucrase. Donc, est-ce qu'ils ont de la doc? Est-ce qu'ils ont un exemple? Voilà, ok. Donc en fait, c'est simple. Ils nous disent on peut faire sucrase.transform, le code, préciser qu'elle transforme, et il nous retourne le code. Donc voilà. Donc nous, on va faire... Alors déjà, on fait ça que dans un cas, c'est si notre chemin il finit par .ts, alors le body, on va le remplacer voilà, par le body sur lequel on aura appliqué la transform TypeScript qui enlève le TypeScript. Voilà. Et ça, c'est dans le module sucrase. Voilà, ok, bien. Donc là, maintenant, ça devrait être bon. Si je recharge ici, ah ben voilà, très bien, ça a marché. Donc, ça y est, on a fait tout ce qu'on voulait. On a la possibilité d'écrire un serveur en TypeScript avec de l'autocomplétion, avec les rapports d'erreur et tout ce qu'il faut, et d'écrire côté client la même chose aussi en TypeScript. Et dans le navigateur, ça donne du JavaScript. Et c'est entièrement transparent. Voilà. Alors, éventuellement, en production, il faudra envisager de pas faire ça à chaque requête, quoi, voilà, parce que ça prend quand même un peu de temps, ça prend quelques millisecondes. Donc soit on construit un cache dans lequel si le fichier n'a pas encore été chargé, on le fait une première fois, etc. Voilà. Après, souvent en production, vous allez avoir quelque chose devant votre serveur, par exemple Cloudflare, qui va justement mettre en cache pour vous les fichiers pour soulager votre serveur ou je sais pas quoi. Donc c'est pas forcément nécessaire de changer quoi que ce soit dans ce code ici. En tout cas, voilà donc le petit setup que j'aime bien faire pour faire des applications en TypeScript. Et donc, juste pour montrer, si j'ai un autre module ici, qui exporte peut-être la fonction hello, voilà, je peux l'importer ici. Hello depuis test.ts. Voilà. Et vous voyez qu'on garde les extensions .ts en fait. Quoi. En fait, on les sert comme du JavaScript et on les transforme en JavaScript, mais vu qu'on garde les mêmes extensions avec lesquelles on travaille, il n'y a rien besoin de faire de plus. Et là, si je relance, voilà, ça marche toujours. Et si on regarde dans le debugger, il a bien chargé main.ts et puis ici, il a récupéré. Simplement, il n'y avait plus les annotations de type à ce moment-là. Voilà. Eh ben, j'espère que ça vous sera utile. Et puis, on se verra dans une autre vidéo. J'ai bien envie de faire une série de vidéos comme ça, un petit peu pour montrer comment construire un jeu entier multijoueur en TypeScript avec Dino et puis avec d'autres technologies. Donc, si ça vous intéresse, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me le dire. Et puis, je vous dis à une prochaine fois. Ciao!